Si on dit les choses simplement, j'ai pas vu la gravure. C'est un peu incroyable à croire, c'est un peu incroyable à comprendre, parce qu'en plus, le jeu de mots était parfait. Tout était là pour qu'on se dise, il a voulu faire une blague comme celle-là, puis c'est une mauvaise blague. Et je comprends très bien que les gens n'aient pas cru à ce que j'ai expliqué par la suite. J'ai fait une vidéo, pas le lendemain matin, je pense que c'est 2 ou 3 jours plus tard, au moment où on m'a indiqué qu'il y avait cette inscription-là sur l'arbre. Mais alors, on va être technique, parce que il faut que tu purges cette affaire-là, parce que je pense que tu vas être hanté par celle-ci, tenté aussi longtemps que tu seras... Enfin, hanté. Moi, je ne suis pas. Mais il y a des gens qui estiment que l'explication est déficiente. Oui, puis c'est quoi, Stéphane? Puis je fais partie de ceux-là, c'est-à-dire qu'en tout respect, je me dis, si je fais un post, je regarde la vidéo que je vais mettre. Bonjour et bienvenue à un nouveau numéro de Contact qui vous est cette semaine présenté de Montréal. Je suis en compagnie de Guillaume Lemay-Thivierge. Alors, si vous êtes québécois, vous savez très probablement de qui il s'agit. Si vous nous écoutez d'ailleurs en Afrique ou en Europe, peut-être que vous ne connaissez pas le personnage. Il est depuis quelques mois, même sinon quelques années, confiné au silence. Est-ce qu'il a été annulé? Est-ce qu'il est annulé parce qu'il a fait un certain nombre de choses qui ont été mal comprises? On en discutera au cours des prochaines minutes, puisque c'est la première fois, Guillaume. Alors, on va se tutoyer parce qu'on le fait dans la vie. Je ne ferai pas semblant qu'on ne se connaît pas. Première fois, je pense que tu prendras la parole, sinon pour une entrevue que tu as accordée il y a quelques jours à Québécois dans un de ses magazines. Effectivement, c'est la première fois que je parle et que je fais une entrevue publique depuis presque 1 an et demi maintenant. Par rapport à un événement qui s'est passé, on va en parler très certainement. Certainement, j'imagine. Alors, pour tous ceux qui, justement, ne feraient pas partie de ces spectateurs, auditeurs qui te connaîtraient, qui es-tu dans le paysage? Parce que au Québec, c'est clair, tu es dans la famille depuis toujours. Tu es un enfant prodige. Oui, un enfant prodige. Je suis un enfant de la télévision, du cinéma, qui a commencé très, très jeune. J'ai commencé à l'âge de 6 ans dans de la publicité. Et oui, puis c'est drôle, c'est une réflexion que j'avais. Je me disais, c'est drôle parce que j'écoute Contact, d'ailleurs, une très bonne émission. Je suis très fier d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est pas pour rien que je suis avec toi aussi. Je connais ton ouverture d'esprit et tes discussions qui sont drôlement intéressantes, que j'écoute régulièrement. Et donc, oui, je me disais, il y a des gens qui viennent de partout. Tu parles d'Afrique, tu parles d'Europe. C'est drôle parce qu'au début de ma carrière, j'ai travaillé avec les Européens. Un des films marquants que j'ai fait dans ma vie, alors que j'avais 8 ans, s'appelle Le Matou. Mm-hmm. Et dans Le Matou, il y avait Julien Guillaumard et il y avait Jean Carmet. Donc, qui sont débarqués à Montréal. C'était pas une coproduction, mais c'était un film québécois où on avait engagé des Français. J'ai commencé très jeune. Adaptation d'un roman célébrissime. Absolument, un roman qui s'appelle Le Matou de Yves Beauchemin, qui parlait vraiment d'un milieu très ouvrier, si on veut, du cœur de la ville de Montréal. On parlait du plateau Mont-Royal, la binerie Mont-Royal, qui est un petit restaurant qui est toujours vivant encore aujourd'hui. Et si c'était Aznavour qui le chantait, on dirait que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître parce que le plateau aujourd'hui a été boboisé. Le plateau est un plateau français maintenant. Alors c'est la petite France, le Petit Paris, oui. Le Petit Paris, le plateau Mont-Royal effectivement. Mais à cette époque-là, c'était des travailleurs. Mon père vient de cette région-là. Je me plais souvent à dire que j'ai l'impression d'avoir joué une partie de l'enfance de mon père qui habitait sur le plateau Mont-Royal. Bref, un film qui s'appelle Le Matou, je jouais un jeune bum un peu abandonné qui a pas de père visiblement et puis une mère peu fréquentable, disons, et qui tombe en amour avec un couple qui s'achète un restaurant du nom de la Binerie et qui vont être aidés, bref, par un homme qui s'appelle Jean Carmet, du nom de Ratablavaski dans l'histoire. Bref, c'est un début assez fulgurant pour moi au Québec parce que j'ai 8 ans et ça devient extrêmement populaire et je deviens un acteur, puis je travaille, je tourne, je fais des émissions de télévision, je fais des films. J'en ai fait plusieurs et je n'ai jamais arrêté. J'ai gagné ma vie, toute ma vie à partir de ce moment-là. Quel âge as-tu aujourd'hui? J'ai 49 ans. Et donc, dans le paysage, très présent depuis 40 ans. Ouais, voilà. Très présent au Québec, pas à l'extérieur du Québec. C'est drôle parce que des fois, les gens se posent la question, ils ont l'impression que le Canada est un pays uni.
et tu traverses la frontière du Québec. Alors, tu t'en vas, quand je dis uni, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce que vous connaissez au Canada, tout le Canada va le connaître, mais au contraire, les acteurs et le système, le star system québécois, s'appartient à lui-même. Tu sors de la frontière du Québec, tu t'en vas en Ontario, il y a personne qui te connaît. Même chose pour nos voisins du Sud américains, il y a personne qui nous connaisse. Alors, il faut être francophone pour connaître les artistes francophones du Québec. Il y en a évidemment qui vont aller à Paris, il y en a qui vont aller en Europe et qui vont se faire connaître à ce moment-là. Puis c'est une belle complicité qui s'établit à ce moment-là. Je trouve ça très beau quand je vois un artiste ou français débarquer ici au Québec ou québécois débarquer comme ce que tu fais d'ailleurs. C'est parce que c'est un échange et tu sens la famille. Tu sens la famille quand tu t'en vas en Europe. Je sais pas pourquoi, moi, quand je vais en Europe, je me sens un peu chez moi. J'ai l'impression, puis je comprends pourquoi on sent qu'on vient de là. Sinon qu'on est, moi je le pense, davantage américain ou nord-américain que nous ne sommes européens, mais liés par la culture, par la langue et par dirais, l'histoire évidemment, à cette Europe qu'on aime beaucoup. Je te suggère peut-être de remonter ton cas, si tu n'aimeras pas l'image de toi. J'ai une drôle d'image. Mais c'est pas très grave. Je pense que... Je m'en fais de moins en moins. J'allais dire. Alors, allons à l'essentiel, parce que si tu es avec moi, c'est que tu as été... très silencieux depuis 1 an et demi. Oui. Et 3 fois en peu de temps, tu t'es retrouvé dans une situation où on a questionné tes gestes. Ça a commencé, et c'est probablement plus politiquement chargé, pendant la crise de la COVID, où tu as choisi, toi, de ne pas être vacciné ou d'attendre un vaccin québécois avant de l'être pour éventuellement rejoindre les plateaux, parce qu'on a demandé aux acteurs d'être vaccinés pour participer à des tournages, et toi choisi d'attendre ce vaccin, mais de ne pas être de la campagne des premiers. On reviendra là-dessus. D'accord. Tu as aussi choisi d'interrompre assez intempestivement un gala ici très suivi qui récompense les artisans de la télévision. Tu es monté sur scène sans invitation. On cherche encore à comprendre exactement quelle était l'intention. À chaque fois, on a même douté de ta santé mentale. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe avec Guillaume? Et puis, plus récemment, c'était en mars 2024. Oui. Non, 23. 23. Oui. Tu fais une vidéo sur tes réseaux sociaux où tu embrasses un arbre, un bouleau. En fait, tu n'embrasses pas, je le tiens. Oui, tu le tiens. Je le tiens. Et alors, je te laisse placer le contexte parce que, sincèrement, j'ai moi aussi beaucoup de difficultés à saisir ce qui s'est passé. Ah, OK, d'accord. Certainement. Alors, la troisième prise, si on veut, on pourra y revenir par la suite. Je suis dans une forêt, je suis appuyé sur un arbre, un bouleau, et je fais un jeu de mots en disant, quand on a beaucoup de travail, on dit qu'on a du gros boulot. On a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Et au moment où je dis ça, j'ai les doigts qui s'appuie sur une gravure où il est inscrit NIGA, N-I-G-G-A. Je vous laisse faire la traduction anglophone. Et donc, il y a une expression québécoise. Je ne sais pas si elle est québécoise, mais je ne peux pas dire le mot en N, mais on va dire... Travailler comme un nègre. Voilà. C'est une expression qu'on a utilisée maintes et maintes fois, j'imagine, où je l'ai entendue souvent dans ma vie. Donc, c'est une expression qui voulait dire travailler très fort. Donc, on a fait une liaison. On a dit le fait que je dise... travailler, c'est avoir beaucoup de boulot, et être appuyé sur le fameux mot gravé, ben c'est comme si je faisais le gag ou le jeu de mots. Pas comme, parce qu'évidemment, l'image est parlante. Il n'y a absolument aucun doute. On se dit, il est en train de tester les limites de ce qui est acceptable. Évidemment, avoir du boulot et étreindre un boulot en le disant, je ne sais pas si c'est très drôle, mais on peut comprendre. C'est pas très drôle. Mais non, mais tu décides de communiquer que tu as du boulot, peut-être après avoir craint de ne plus en avoir, parce que tu étais passé à quelques occasions très près d'être annulé. Oui. Et là, tu fais cette vidéo avec cette inscription qui est gravée au couteau canif dans le tronc de l'arbre. Et on se demande quelle est l'intention. Et rapidement, tu retires la vidéo parce que tu vois que ça déclenche des réactions passionnées, on peut le comprendre. Le contexte est chargé. Et si c'est délibéré, ben on se dit pourquoi. Absolument. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment tu as pu choisir ce seul arbre, peut-être dans la forêt. Et je te laisse me dire ce qui s'est passé, si tant est qu'il s'est passé autre chose que ce que toi, tu as dit. C'est-à-dire que tu étais ignorant de la présence
de cette scarification dans le tronc d'arbre. Si on dit les choses simplement, j'ai pas vu la gravure. C'est un peu incroyable à croire, c'est un peu incroyable à comprendre, parce qu'en plus, le jeu de mots était parfait. Tout était là pour qu'on se dise, ben, il a voulu faire une blague comme celle-là, puis c'est une mauvaise blague. Et je comprends très bien que les gens n'aient pas cru à ce que j'ai expliqué par la suite. J'ai fait une vidéo, pas le lendemain matin, je pense que c'est 2 ou 3 jours plus tard, au moment où on m'a indiqué qu'il y avait cette inscription-là sur l'arbre. Mais alors, on va être technique parce que il faut que tu purges cette affaire-là parce que je pense que tu vas être hanté par celle-ci, tenté aussi longtemps que tu seras... Enfin, hanté. Moi, je ne suis pas. Moi, je suis pas. Mais il y a des gens qui estiment que l'explication est déficiente. Oui, puis c'est quoi, Stéphane? Puis je fais partie de ceux-là, c'est-à-dire qu'en tout respect, je me dis, si je fais un post... Je regarde la vidéo que je vais mettre. Je la vois, la vidéo, là. Et je vais voir qu'il y a quelque chose qui cloche avec mon arbre. Je vais me dire, ben non, ça fonctionne pas. Et je vais trouver un autre arbre pour refaire mon gag. Je crois pas que c'est possible. Je comprends. Puis c'est correct que tu y crois pas, puis j'ai pas besoin de te convaincre. C'est pas ça mon but de toute façon. Et comprends-moi bien, parce que c'est important, c'est pas un jugement, j'en ai aucun à exercer, c'est ta vie. Et je veux croire, sincèrement, je veux, parce que ça se peut. Mais je serais menteur à mon tour si je te disais je suis convaincu de l'explication, parce que je me dis t'es futé. Et le hasard, what are the odds qu'en faisant ce gag-là dans une forêt, tu te retrouves avec ça. Puis c'est là où les psychologues en herbe rentrent dans l'acte manqué. Tu sais, le manteau volé par Claude Charon chez Eaton. Pas le manteau, mais la veste. Et on se dit, est-ce qu'il y avait de l'auto-sabotage? Il va falloir revenir un petit peu en arrière pour être capable de comprendre, parce que quand on se met à essayer de croire ou ne pas croire quelque chose, on focus seulement sur ça. Et on ne fait pas l'exercice de regarder le big picture. OK. Le big picture est important dans cette situation-là, puis je vais te faire comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que je te dis, mon but n'est pas d'essayer de convaincre, parce que quelqu'un qui fait ça se peut pas, je suis sûr qu'il l'a fait. Tu ne pourras jamais le convaincre. Je ne pourrai jamais le convaincre de toute façon. Et ce n'est pas mon but, ce n'est plus mon but. D'accord. Parce que cette situation-là, il faut comprendre qu'elle a fait en sorte que j'ai été complètement éliminé, mais pas un peu. J'ai été tassé complètement de mon milieu artistique, de ma vie de travail. Je n'ai plus eu accès à absolument rien. Peux-tu décrire la séquence, juste pour qu'on comprenne comment ça se passe? Bon, la séquence fait que je sors une vidéo que tu as décrit avec l'arbre, et par la suite, il y a des sorties au niveau des réseaux sociaux qui disent que je suis un Ku Klux Klan, que je suis un raciste, que j'ai fait une blague déplacée, que j'ai manqué de jugement, que j'ai fait quelque chose d'extrêmement grave. Et on saute médiatiquement sur cette occasion-là pour renforcer et pour confirmer que ce que j'ai fait comme geste était effectivement extrêmement grave. Je suis pas là pour dire ce l'est ou ce l'est pas, je dis juste les faits, je dis ce qui s'est passé. Ensuite de ça, moi, je vois cette espèce de vague, de tempête qui se construit. Je parle à des gens qui sont spécialisés dans les crises, dans la communication. Je fais des appels, je demande conseil et je dis qu'est-ce que je fais? Et je propose moi-même de faire une vidéo aussi rapide que celui que j'ai fait avec l'art. C'est-à-dire sans vraiment réfléchir, sans essayer de bien paraître, d'être bien habillé, d'être maquillé, de faire une espèce d'entrevue. Tu penses que ça aurait changé quelque chose? Il y en a qui m'ont dit que oui, il y en a qui m'ont dit que non, peu importe. Moi, je l'ai fait de façon spontanée parce qu'il faut comprendre que, comme on l'a expliqué en début d'émission, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là, et même un peu plus. Donc, je vis dans cet univers-là depuis presque toujours. Et tu connais les codes. Je connais les codes, mais justement, mes codes à moi sont que j'ai été toujours spontané, vrai, authentique. Je suis pas quelqu'un qui me cache, je suis pas quelqu'un qui a peur. Tu as parlé des vaccins tantôt, on va y revenir. Oui, parce que, quant à moi, c'est très différent. C'est un acte peut-être politique, c'est un choix aussi de ce que tu acceptes de te faire injecter quelque chose ou non. Tu es souverain. Et pour moi, c'est, je sais pas si c'est qualitativement le bon mot, mais c'est en tout cas un autre registre complet que ce que tu as vécu quand tu as choisi de monter sur scène pour interrompre un spectacle et dire
je vais communiquer quelque chose, peut-être... Permets-moi de clarifier quelque chose. Oui. Là, je pense aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés par l'histoire, mais qui comprennent pas ce qui se passe en ce moment, Vas-y. et avec raison. Il faut comprendre qu'il y a 3 événements majeurs. Donc, les vaccins, tu en as parlé tantôt. Ce qui s'est passé avec les vaccins, c'est que dès que la pandémie est arrivée, je me suis installé devant mon téléviseur et j'ai regardé les points de presse qui étaient faits par le premier ministre et son entourage avec beaucoup d'attention. Alors, au contraire, c'est pas que j'ai hésité par rapport au vaccin, c'est que je me suis intéressé à la pandémie en général. Dès que c'est arrivé, j'ai trouvé ça fascinant et j'ai dit même à ma famille, on écoute les points de presse du premier ministre. J'ai même fait une vidéo sur Instagram, parmi les premiers au Québec, parmi les artistes, en disant, il y a un chef, on l'écoute, s'il nous dit de rester à la maison, on reste à la maison. C'est la première chose que j'ai fait. Parce que dans une circonstance grave, il faut savoir que je suis quelqu'un qui pilote avion, hélicoptère et j'ai 3000 sauts en parachute avec 30 ans d'expérience. Je connais ce qui est dangereux dans la vie et j'aime jouer avec ça. Je me plais à jouer avec ça. D'accord? Ah, donc, il arrive une situation grave, je m'y intéresse énormément. J'écoute des points de presse et je me mets à écouter tout ce qui entoure la pandémie. Donc, des gens qui disent c'est n'importe quoi, des gens qui disent c'est vraiment très grave et je me mets à essayer de comprendre moi-même ce qui est en train de se passer dans notre monde. Il faut comprendre qu'au début de la pandémie, on ne parle pas de vaccin du tout, là. Au début de la pandémie, on parle de rester chez soi, on parle de laver nos cannes de conserve, on parle d'avoir une distanciation. On nous dit de ne pas porter de masque, on nous dit d'aller prendre soin de nos aînés, de nos personnes âgées. Prenez soin de votre monde. Il y a eu beaucoup de discours contradictoires. Absolument. Absolument. Et j'écoute tous ces discours-là, moi. Et on me dit un jour, avec le spécialiste, ne portez pas de masque, ça donne absolument rien. Alors, vous savez pas comment, regardez, vous allez vous infecter. Finalement, quelques semaines plus tard, ben, il est possible qu'on ait besoin de masques et finalement, on va avoir besoin de masques et finalement, les masques sont rendus obligatoires. Alors, je suis tout ça et je trouve ça fascinant, je trouve ça passionnant. On est d'accord que c'est une époque extraordinairement fascinante oui. et révélatrice de plein de choses. Oui. J'en suis. D'accord, tu en es, je sais, parce que ton opinion et ton ouverture d'esprit a fait en sorte qu'on a pu entendre des discours différents avec les intervenants que tu as reçus. Bref, moi, je m'y intéresse, je l'écoute, et éventuellement, quand arrive le moment où on nous dit « il y aura un vaccin pour régler le problème », on nous parle de 75% de la population. Une fois que 75% de la population va être vaccinée, ça va créer une immunité générale. Alors, je fais parfait. Je crois que je vais choisir d'être dans le 25%. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand je saute en parachute, c'est peut-être téméraire, mais je ne suis pas le premier à prendre un nouvel équipement. Je prends un équipement qui a été testé, qui est connu et qui fonctionne très bien donc, depuis plusieurs... Donc, le nouveau parachute dernière génération qui est meilleur que toutes les autres, tu dis non. Je dis non. Par contre, à l'époque de la H1N1, j'ai pris le vaccin de la H1N1. Parce qu'on m'a dit, ben écoute, il y a une maladie, une H1N1, il faudrait aller prendre un vaccin. Je l'ai pris, il n'y a pas eu l'ampleur de la... Je sais pas pourquoi. J'ai été en Afrique, j'ai eu plein de vaccins. J'ai été en Inde, j'ai eu plein de vaccins. Je suis pas un anti-vax. Je suis quelqu'un qui a eu plein de vaccins dans ma vie. Mais rien dans ce que je te disais tout à l'heure n'appelait cette opinion. Je précise que j'ai jamais pensé que tu étais anti-vax. J'entends. Mais je te dis juste que quand cette situation-là est arrivée, je m'y suis intéressé et quand le vaccin est arrivé, je me suis dit, tiens, moi, je sens que à cause du fait qu'on nous expliquait clairement que ça pouvait empêcher la maladie grave, que les gens en forme avaient moins de chances de subir la COVID d'une façon grave, je ne me suis pas senti menacé. Et donc, j'ai choisi de demeurer dans le 25%. De toute façon, je me suis dit, il va falloir avoir des gens vaccinés, des gens non vaccinés pour être capable de comparer éventuellement si c'était une bonne idée ou pas. Il n'y avait pas de... J'étais pas réticent d'une façon intense. J'étais juste... C'était pas un acte de défiance. Non, pas du tout. J'étais juste, bon, ben moi, je pense que j'en aurais pas besoin. Et quand l'étau s'est resserré et qu'on a commencé à dire, là, il va falloir être vacciné pour pouvoir aller travailler, j'ai trouvé ça un peu intense. J'ai trouvé ça un petit peu inquiétant. Je me disais, on n'a pas à m'obliger. Si quelque chose est vraiment dangereux... Je reviens avec l'exemple de parachute. J'ai pas besoin de te convaincre de porter un parachute si je te dis on va se tirer en bas de l'avion. Tu sais bien que t'en as besoin là pour te sauver la vie. C'est préférable. Dans ce cas-ci, je trouvais ça bien qu'on puisse avoir la discussion. Et plus je proposais qu'on aille la discussion, moins c'était bienvenu. Et là, je me suis dit, là, vous me convainquez pas du tout. Bref.
Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais un porte-parole pour une compagnie Hyundai, pour ne pas la nommer. Alors, j'étais pour un constructeur automobile important. Depuis 13 ans, j'étais le porte-parole officiel du Québec. Et on m'a dit un jour, ben, est-ce que tu penses aller te faire vacciner? J'ai dit, ben, pour l'instant, non, j'y ai pas pensé. Et pour un tournage, pour une production que je ne nommerai pas, on m'a dit, ben, on voudrait que tu te fasses vacciner pour faire la réalisation de ce projet-là. Je savais que dans l'équipe, il y avait des gens vaccinés et des gens non vaccinés. Parce que on respectait ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner au niveau de l'équipe technique. Mais au niveau de la réalisation puis des acteurs, là, ça devenait un petit peu plus compliqué. Et puis on nous expliquait, parce que ça devenait un peu spécieux, oui. qu'en raison des contacts et de la proximité oui. des acteurs, oui. réalisateurs, équipes de production plus intimes, il y avait de plus grands risques de contagion. Donc, il était non pas recommandé, mais nécessaire d'être vacciné. C'est ce qu'on disait effectivement. On allait plus loin que ça pour ceux qui seraient intéressés de comprendre cette espèce de folie-là. Sur les plateaux de tournage, on avait une minuterie de 15 minutes par personne par semaine qui donnait le droit à 2 acteurs de s'approcher très, 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 très près. Et là, à ce moment-là, on démarrait le chronomètre. Et là, on comptait le nombre de secondes qu'ils avaient été proches. Parce que le virus, évidemment, lui attendait 15 minutes avant de frapper. Le virus avait besoin de 15 minutes au total. Alors, on pouvait le segmenter en plus. Et donc, on avait un bâton de 1 mètre et un bâton de 2 mètres. Et quand on entrait dans le moins d'1 mètre, on chronométrait. Et il y avait quelque chose que tu faisais, voyons donc. Je dirais que si le ridicule tuait, on serait davantage mort du ridicule que de la COVID à ce moment-là. Mais je le dis parce qu'avec la distance, on peut être ironique. Et je comprends que tout le monde, à ce moment-là, au-delà de ce qu'il pensait vraiment, voulait trouver une solution pour continuer à vivre dans un monde où tout avait été bloqué et acceptait tous les compromis, y compris ceux qui, apparemment, défiaient le sens commun. Oui. Et à travers tout ça, il faut comprendre que moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais je n'étais pas un guerrier qui voulait... Je faisais juste... Écoutez, les amis, pas de problème. Mais moi, si ça vous dérange pas, je vais prendre une pause de ce travail. Je veux pas m'embarquer dans cette espèce de folie-là. Je veux pas essayer le vaccin tout de suite parce que je savais qu'il était en phase exploratoire ou je sais pas comment le nommer, mais il y avait pas eu son saut officiel encore. C'était un nouveau produit. C'était de l'ARN messager. C'était pas l'ancienne technique de vaccin. J'étais un peu réticent. Je suis pas un preneur de pilule en général. Alors j'ai dit, savez-vous quoi? Moi, je vais attendre. Je vais accepter de ne pas aller au cinéma, de ne pas aller au restaurant, de ne pas voyager. Pas de problème. Et à ce moment-là, ben, il y a deux journalistes qui ont eu la brillante idée de sortir dans la presse, qui est un journal très important au Québec, sortir l'information comme quoi je n'avais pas été vacciné et que je n'avais pas pu poursuivre mon travail de réalisateur. Tu es donc dissident, potentiellement dangereux pour tes camarades et surtout un mauvais exemple. C'est un peu ça qu'on dit. C'est un peu ça qu'on dit. Et à ce moment-là, je perds mon travail de porte-parole pour le constructeur automobile. Toi, tu fais un lien de corrélation directe entre la publication d'un article et le fait que tu perdes ton boulot de porte-parole. Bon jeu de mots. Mais on me l'a dit. C'est-à-dire que le président m'a dit... Et ce qu'on m'a demandé de faire à ce moment-là, c'était mon boulot à moi, il n'était pas scarifié. Je te dis tout de suite dans mon jeu de mots. C'était plus vite que ça. C'est parce que j'y avais pensé. Mais je me disais qu'il faudrait se rappeler qu'on va y revenir aussi. Oui, on va y revenir. Et je vais essayer de résumer parce que, bon, je prends un peu de temps. Non, mais ça participe, je pense aussi. C'est pour ça que j'ai fait une distinction entre deux gestes. Monter sur scène, et ça aura l'air répétitif pour ceux qui nous écoutent, interrompre un spectacle en se demandant est-ce qu'il est tout à fait bien, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce post raté, disons-le, et ce que tu incarnes pendant cette période de COVID, où on est tous à vif, et qui va, je pense, politiser le monde comme jamais avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en raison de ce qui se passe pendant COVID, vont embarquer dans un camp ou dans l'autre, parce qu'il y en a peut-être 3 camps, je ne le sais pas, mais ça a fait que tout le monde a eu une opinion. Et ça a été une accélération, je pense, de politisation pour bien des gens qui ne se concevaient pas comme des êtres politiques. Et je me permets de te rappeler que tout le monde pouvait avoir une opinion, mais toutes les opinions n'étaient pas les bienvenues. Et c'est là que moi, j'ai trouvé qu'il y avait un problème. C'est que je me suis adressé, d'ailleurs, dans une émission très populaire qui s'appelle « Tout le monde en parle ». J'ai dit à l'animateur, j'ai dit, pourquoi on n'a pas les deux pôles de pensée par rapport à ça? Pourquoi on ne peut pas en parler? Je suis de l'époque où mes parents étaient extrêmement politisés, à l'époque des référendums.
Et je me souviens que pour le oui, pour le non, on entendait les bons coups, les moins bons coups, les arguments, on pouvait discuter. Et là, à partir du moment où on ne pouvait plus discuter, ça, j'ai trouvé ça très, très, très dommage. Très dommage. Et je me suis dit, mais pourquoi je deviens un espèce de représentant du mal? Un galeux. Un galeux, subitement, parce que j'hésite et justement parce que je m'intéresse au vaccin. J'ai découvert que les vaccins ARN messager étaient une nouvelle technologie. J'ai découvert que Medicago était une compagnie québécoise qui travaillait sur un vaccin, qui travaillait avec les plantes, qui n'était pas l'ARN messager. Il y avait le Novavax. Je me suis intéressé. Je me disais, mais pourquoi les gens ne s'intéressent pas plus que ça à ce qu'on leur propose de se mettre dans le corps? Et quand on était rendu à offrir des hot dogs pour aller se faire vacciner, je me suis dit, ben voyons, comment tu peux convaincre quelqu'un que ça pour ta santé? En plus, je vais te donner un hot dog. Ça va être génial. Et je suis dans le milieu médiatique depuis trop longtemps. Je voyais l'espèce de côté forcé. J'ai même parlé à François Legault à cette époque-là. Et j'avais dit, François, je comprends pas pourquoi on permet que la SQDC soit ouverte, que la SAQ soit ouverte, mais que les gyms soient pas ouverts, avec la même distanciation qu'on permet dans les restaurants, ou la même distanciation, parce que des machines, tu peux les mettre à distance, mais laissons les gens s'entraîner. Je veux dire, ma fille est en train de... On peut s'acheter du cannabis, on peut s'acheter de l'alcool, on peut aller au resto, mais on ne peut pas s'entraîner, et c'est au nom de la meilleure santé qu'on t'interdit de le faire. C'est ce que tu dis, en fait. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, effectivement. Et donc, à travers tout ça, moi, j'ai perdu ma job et on a dit de moi, puis on a ri de moi et on s'est moqué de moi. Et ça, c'est venu me chercher profondément. Et on s'est moqué de moi alors que je ne faisais pas partie de certains plateaux. Sur certaines émissions, des amis proches se sont mis à se moquer de cette hésitation que j'avais à prendre ce vaccin-là. Et à cette prise de position-là que j'ai eue, qui était très personnelle. Je veux dire, il y a des gens, on ne pouvait pas enlever la job à tout le monde. Et notre premier ministre nous expliquait très bien que, quelqu'un décide de ne pas se faire vacciner, je peux pas y enlever sa job, c'est interdit. Par contre, pour certaines personnes, on pouvait aller jusqu'à les forcer de se faire vacciner pour garder leur emploi. Et moi, j'en ai fait partie, puis c'est pour ça que... Comme les travailleurs de la santé au Québec. Comme les travailleurs de la santé qui se sont un peu révoltés par rapport à ça, qui ont dit non, on ne peut pas obliger tout le monde à le faire. Bref, moi, j'ai perdu mon contrat de porte-parole parce qu'on m'avait demandé de devenir un peu, on m'avait demandé de m'excuser. Alors, tu viens tout juste de souligner qu'on a ri de toi, on t'a tourné en ridicule. Il y a eu beaucoup d'ironie. Des gens que tu connaissais bien, tu as parlé d'amis. Oui. Qui, en ton absence sur des plateaux, ont peut-être même douté de ton équilibre mental. Je pose sincèrement la question, entre perdre un contrat de porte-parole et l'argent qui vient avec, et de devenir l'objet de tant de dérision. Alors, on dit souvent, on ne vaut rien si on ne vaut pas une risée, mais là, toi, tu étais à plus qu'une risée. Et puis c'est surtout les amis, en fait. Moi, je me dis, le jour où mes amis vont avoir honte de moi ou vont douter de moi publiquement, je vais être mal. Ça fait très mal, effectivement. Et c'est un tout. Parce que, tu perds ton travail, tu te fais ridiculiser. Et c'est bizarre, mais à ce moment-là, je ne pouvais presque plus m'adresser directement au public. On a commencé à me suggérer de faire des écrits, d'expliquer ma position par écrit. Et l'écrit, tu peux l'interpréter de 1000 façons. Tant que la personne ne s'exprime pas elle-même... C'est pas ton médium non plus. C'est pas mon médium, mais moi, j'ai toujours parlé aux gens. C'est ça. Moi, je suis habitué de faire des entrevues, je suis habitué de jouer, mais de parler simplement, puis avec mon cœur, sans trop réfléchir, parce que je trouve que la réflexion extrême, elle fait en sorte qu'à un moment donné, tu parles plus avec ton cœur, et c'est bien dommage. Et bref, j'ai perdu ce contrat-là. J'ai eu cette espèce d'étiquette-là. On a ri de moi dans le Bye-Bye au Québec, donc qui est une espèce de rétrospective humoristique de ce qui s'est passé dans l'année. Et là, on rit de moi comme si j'étais vraiment un imbécile qui n'a pas compris que c'était la seule solution qui existait pour qu'on puisse se sortir de cette fameuse... Il y a quelque chose... du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'en période de crise, tu connais la logique du bouc émissaire, puis je ne dis pas que tu es le seul à l'avoir incarné, mais c'est un peu ça, ça peut ressembler à ça, c'est-à-dire qu'une communauté a besoin de trouver quelqu'un qui incarnera toutes les déviances, le mal, et c'est lui qui va racheter la communauté en le sacrifiant. Est-ce que tu as senti que tu étais le bouc émissaire?
En tout cas, j'étais un des... J'étais un des personnages principaux là, parmi les boucs émissaires, effectivement. Parce que aussi, j'avais une feuille de route où j'ai pas été dans quelques contraintes que ce soit dans mon histoire, dans ma carrière. Et moi, ce que je trouvais épouvantable... Mais t'es clairement plus dans la gang. Là, t'es plus dans la gang, t'es exclu de la gang. Ça fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal à la famille. Ça fait mal à ta conjointe. Ça fait mal à ton ego, pas ton ego, mais ça fait mal à ton honneur personnel, parce que tu te dis, bon, mais je suis juste un humain qui a pris une décision par rapport à son propre corps, et là, on riait des gens en disant, liberté, on a transformé le mot liberté parce que quelqu'un disait, puis-je avoir la liberté de choisir ce que je veux avoir dans mon corps? Et là, on riait en plus. Oui, c'était plus la liberté, d'ailleurs, c'est la liberté. La liberté, alors que la liberté, c'est la chose la plus précieuse au monde. La preuve, c'est que pour punir quelqu'un, tu le mets en prison. Tu lui enlèves sa liberté. C'est le châtiment extrême. Alors donc... On a même ironisé, c'est vrai, tu as raison de le souligner, sur le concept de liberté, comme si... c'était quelque chose qui était relatif, qu'il fallait le prendre avec des pincettes, ce mot liberté. Absolument. Et que ceux qui s'en revendiquaient étaient peut-être un peu attardés. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. Et on a collé des étiquettes puissantes et dangereuses au niveau de l'image. Puis, moi, j'avais dit au premier ministre, quand je lui ai parlé, j'ai dit, il me semble que quand il arrive quelque chose comme ça, il faut rassembler, il faut informer, il faut rassurer. Pourquoi j'ai l'impression que c'est le contraire qu'on fait? Qu'on divise les gens, qu'on leur fait peur, puis qu'on donne presque pas d'informations. Mais parlez-nous plus, expliquez-nous encore plus ce qui vient de se passer. Et si vous le savez vraiment pas, mais dites-nous que vous savez absolument pas ce qui est en train d'arriver. C'est pas un réflexe naturel pour les autorités publiques en général d'avouer, de reconnaître qu'ils sont dans l'impasse ou qu'ils ne savent pas tellement mieux que nous. Parce que ce qu'on a constaté pendant cette crise, puis je veux absolument pas arrêter ton flot, c'est que tout le monde se regardait et s'étudiait. Et que c'était une espèce de cercle de communication. On se dit, bon, on va voir ce que font les Américains, on va voir ce que font ci. Et beaucoup avançaient dans le noir, ou s'ils ne le faisaient pas, ils avançaient en suivant la flashlight du gars ou de la fille qui était en avant, sans savoir si c'était dans la bonne direction. Oui, mais à travers tout ça, quand humainement parlant, tu empêches des gens d'aller voir leurs proches, leurs parents, quand ils sont proches du décès, et que tu ne peux pas avoir le dernier lien au moment où la personne va partir, parce qu'on a dit que pour la protéger, il ne faut plus aller la voir. Pour moi, c'était une aberration épouvantable. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas empêcher des humains de se voir. J'ai trouvé ça extrêmement dommage. Je te repose la question de l'amitié parce qu'elle me semble importante. C'est un test. Oui. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit ou qu'on mesure ce que sont nos liens, dans les moments de tension, de crise. Oui. Et je ne ferai pas de comparaison entre la COVID et d'autres périodes sombres de l'histoire, mais clairement, tu devenais quelqu'un de toxique pour des gens qui t'ont aimé, qui t'ont apprécié, et qui, je ne les juge absolument pas, mais ont préféré garder leur distance parce qu'il était convenu que tu incarnais quelque chose qui rompait le consensus, disons, les choses comme ça. Absolument. J'étais devenu radioactif. C'est le mot qu'on a utilisé aussi pour me remercier de mon rôle que je jouais dans une pièce de théâtre que j'avais joué plus de 500 fois. On a dit, là, maintenant, t'es radioactif, alors on va attendre. On ne peut plus te prendre pour ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. J'ai gardé un emploi qui était mon animation de chanteur masqué. Ça, le TVA a accepté que je demeure à chanteur masqué, en me demandant, par contre, que pour la suite des choses, il va falloir que tu ailles te faire vacciner. Ça, tu n'auras pas le choix. Si tu ne te fais pas vacciner, tu ne pourras pas continuer ton travail. Et là, à ce moment-là, écoute, tu sais, quand tu as peur de quelque chose, moi, et on m'a suggéré, à un moment donné, on m'a dit, veux-tu que j'aille te tenir la main au moment où il y aura la vaccination, si tu as peur? Après 3000 sauts dans le vide, quelqu'un pensait peut-être que tu étais... Oui. J'ai dit, j'ai pas peur de la souffrance de l'aiguille. J'ai peur de ce qu'il y a dedans. Et ça, j'avais pas le droit de ça, visiblement. Mais je l'ai fait quand même. J'ai pas eu le choix. Donc, j'ai été prendre mes 2 vaccins. Et par la suite, la bonne nouvelle, c'est que tu es là pour en parler. La bonne nouvelle, je suis là pour en parler encore aujourd'hui. Et la suite, c'est qu'on a refait un article, toujours dans la presse, pour là annoncer finalement que j'étais vacciné. Et là, je me suis dit, mais là, bon,
Qu'est-ce que j'incarne? Qu'est-ce que j'incarne? Qu'est-ce que je représente? Et surtout, mais où est rendu cette espèce de droit d'avoir une certaine confidentialité par rapport à notre statut, pas vaccinal, mais médical? Là, j'avais l'impression que je devenais une personne de qui on pouvait expliquer, rire de lui, se moquer, dire qu'il est vacciné, dire qu'il n'est pas vacciné, que c'est un anti-vax. Je portais plusieurs chapeaux qui ne m'allaient pas du tout. Ça, c'est la prise numéro 1. Là, c'est si on fait un résumé de cette période vaccinale-là, parce qu'on va arriver après ça aux autres événements. Je vais poursuivre dans la phase Mais je te numéro repose 2. cette question. D'accord, vas-y. Ces proches, tu les as revus? Les proches? Ah, non. À ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de monde, mais j'ai pas perdu tout le monde. Mais j'ai perdu beaucoup de monde. Il y a des gens qui en privé te parlaient. Oui. Et qui, publiquement, voulaient surtout pas être trop proches de toi. Exactement. Donc, des textos, j'en ai reçu d'à peu près tous ceux avec qui j'ai travaillé au moment où j'ai été ridiculisé et puis que j'ai perdu mon contrat de porte-parole. J'ai eu beaucoup de textos privés, mais au niveau public, j'ai jamais vu quelqu'un, ou presque, prendre un peu... Je dis prendre ma défense. C'est pas qu'il aurait fallu que quelqu'un prenne ma défense, mais je pense qu'il aurait fallu que quelqu'un prenne la défense de ceux qui avaient besoin d'avoir une autre opinion à travers tout ça. Raison gardée. Disons les choses comme ça. Est-ce qu'on peut se poser la question, pas pour Guillaume Lemaitre-Vierge, mais pour tous ceux qui incarnent ce doute que je choisis comme mot plutôt que défiance? Doute, et peut-on raison garder, ne pas juger, ne pas... Parfait. Alors, c'est là que je disais, je me répète, mais il y a pour moi, qualitativement, un enjeu très différent de ce que seront les deux autres incidents où on se demande s'il n'y a pas comme une espèce de volonté de s'auto-liquider. Oui. Par contre, parce que de mettre la table par rapport à cet épisode-là était important parce que ce qu'on retient le plus, c'est pas quelqu'un qui s'est posé des questions, c'est quelqu'un qui a été probablement dangereux pour sa communauté. C'est ce qu'on retient, d'accord? Alors, on a ça comme première prise. Lui, pas clair son affaire, c'est par rapport au vaccin. Ensuite, arrive un autre événement. Et là, je suis obligé de donner un peu de contexte. On est en septembre, donc 2022, je pense. Oui, il y a un gala important qui s'appelle le Gala des prix Gémeaux. Et il faut savoir que dans les galas, j'ai plusieurs fois dans ma carrière monté sur scène alors que je n'étais pas invité, ou si j'étais invité à aller présenter un prix, je sortais complètement du discours qu'on me proposait pour en faire un autre à ma façon. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, je dirais, 4-5 fois dans ma carrière, si on veut, de provoquer quelque chose d'un peu inconfortable, mais pour passer ou bien un message. J'avais déjà passé un message dans un gala qui était les galas des Jutras à l'époque, où je disais que les mêmes acteurs sont souvent utilisés pour tous les films. Et j'avais fait un long discours un peu inquiétant au début, mais finalement qui lançait le message qu'on peut-tu prendre d'autres acteurs que ceux qu'on voit tout le temps. Donc, j'avais fait ça. J'étais monté sur scène pour une gageure à un moment donné. J'étais demandé, par exemple, pour aller faire une remise de prix, et on me donnait pas de texte, et là, je partais. Je t'avais agacé même à ce moment-là. Je t'avais dit, très beau malaise que tu avais fait, parce que tu expliquais la comparaison avec... oui, Laurando, Marc Laurando, voilà. Donc, je disais, il a commencé drôle, a fini sérieux comme journaliste, et moi, j'ai commencé sérieux, et j'espère finir drôle. C'est ça, exactement. Comique. Alors, moi, j'avais pris ça comme... Donc, tu lui dis qu'il est plate, finalement, aujourd'hui. C'est comme ça que j'avais interprété... C'est ce que je disais un peu. C'est ce que tu disais un peu. Et donc, dans ce moment-là de gala, j'aimais sortir des sentiers battus parce que je suis le petit cul qui est là depuis longtemps. Je suis celui que... c'est le petit bum, Monsieur Émile. C'est Guillaume Lemaitre-Vierge. Ben oui, mais c'est... Trouble-fête. Pas trouble-fête, mais on va sortir des sentiers battus. On va aller ailleurs, puis il va nous surprendre. Il va faire quelque chose qui est pas dans les normes. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est que ça fait plusieurs fois que je montais sur un gala sans être invité. Arrive le gala des prix Gémeaux, et dans ma tête, je me dis... Et arrivent les élections aussi, c'est important de le savoir. Les élections, pour moi, c'est extrêmement important d'aller voter parce qu'après ça, t'as bien beau chialer, mais t'as voté pour qui? Donc, rendez-vous électoral quelques semaines après ce gala. Après ce gala. Donc, je me dis, tiens. J'ai passé une période difficile par rapport au vaccin et je vais essayer de lancer un message comme quoi ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé. Et ceux qui m'ont fait le plus mal, et là, j'avais de la peine encore en moi et j'avais un sentiment de vengeance.
je me suis dit, je vais aller leur montrer c'est quoi se faire écœurer devant les autres, mais plutôt que de le faire pendant qu'ils sont pas là, je vais le faire dans leur face, devant toute notre communauté et en direct en plus. C'était un esprit de vengeur, c'était un esprit de bombe, c'était un esprit je sais pas comment le dire, là, tu sais, mais de... Tu voulais, à ton tour, leur mettre le nez dedans. Ouais, je voulais leur mettre le nez dedans et utiliser ce moment-là, cette tribune-là, pour dire aussi aux gens, allez voter. Allez voter, c'est important. Mais j'ai fait une déviation dans mon discours, parce que c'est un discours que j'ai répété, que j'ai travaillé. Si on l'écoutait ensemble, je pourrais te le décortiquer un après l'autre, puis tu ferais probablement, OK, je comprends ce que tu as voulu faire. Ça veut pas dire que tu accepterais et que tu trouverais ça bon, mais tu pourrais comprendre. C'est un discours je me rappelle l'avoir écouté dans le détail au moment où c'est arrivé. Oui, parce qu'on s'est parlé par la suite. Tu es venu à TVA à l'époque que j'animais Le Monde à l'envers. Tu es venu nous en parler. Puis j'avais décrypté. Il y avait un sens à ça. Puis effectivement, on pouvait interpréter que c'était un appel à aller voter. Tu es venu t'expliquer. Clairement, il y avait des gens que tu visais, que tu montrais du doigt. Oui. Tu en avais gros sur le cœur. Oui. Oui, j'en avais gros sur le cœur et je voulais leur mettre le visage dedans, comme tu dis si bien. Et surtout, ce qui est important de savoir aujourd'hui, parce que là, il y a du recul, c'est faux que les gens n'étaient pas au courant. J'avais averti les personnes clés. C'est-à-dire, les personnes clés étant ici? Je vais pas les nommer, mais des personnes clés qui faisaient en sorte que, et au niveau de l'animation, et au niveau de la réalisation, les gens savaient que j'allais monter sur scène. Donc, c'était pas une surprise? C'était pas une surprise. C'était une surprise de ce que j'allais dire. Mais on savait que tu allais t'inviter à la fête. Bien sûr. On savait parce que quand je suis arrivé dans la salle, il y a quelqu'un de la technique qui est venu me voir en me disant « Tu attends qu'il y ait un micro sur scène? Merci. » Alors là, je savais que la réalisation, donc les personnes qui devaient savoir ça pour pas qu'il y ait une interruption subite, ils savaient que Guillaume allait s'en venir et à cause de mon histoire dans ma carrière où je suis déjà monté sur scène, ben probablement que les gens se disaient ben il fera rien de grave, c'est pas un dangereux, c'est pas quelqu'un qui même va faire... après le rôle que tu as joué malgré toi pendant la crise de COVID, tu penses... Voilà. Alors là, c'est là qu'on comprend qu'il y a une accumulation qui arrive. C'est-à-dire que le souvenir collectif qu'on a, c'est que c'est un bizarre qui voulait pas être vacciné. Et là, il arrive et il dérange les gens sur un gala important et la couverture médiatique va dans un seul sens. On n'a pas compris, c'était pas clair, qu'est-ce qui s'est passé, mais où est-il dans sa tête? Il va pas bien, fort probablement. C'est à 99,9% ça qu'on entend. Mais tu conviendras avec moi que tu es le seul responsable. Absolument. Je ne me défilerai jamais. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce coup-là n'a pas été une bonne idée. Je le dis ouvertement. Ça a été une erreur de A à Z pour moi d'être monté sur le gala. Puis j'ai été rempli de haine, j'ai été me venger. J'aurais dû donner de l'amour, j'aurais dû faire rire les gens beaucoup plus, même si ça rit un peu. Mais j'aurais dû amuser la galerie vraiment pour qu'on fasse « Ah, lui, quand il arrive, il nous fait rire, il nous divertit. Puis mon Dieu, il est quand même gottsé, puis il est capable de monter sur scène parce que je peux te rappeler que ça prend quand même un certain courage pour monter sur une scène alors qu'on n'est pas invité, alors que c'est en direct, alors qu'on joue un peu notre carrière. Je te rappellerai qu'il y a plus de 20 ans, je suis allé au même gala avec un nez de clown. Ça prend du courage, hein, quand même, pour sortir des sentiers battus. Je me demande encore aujourd'hui. Alors, j'étais pas sur scène, mais j'ai passé... Je sais pas pourquoi je rappelle ce souvenir, d'ailleurs, parce que ça va se retourner contre moi. Et on a questionné ma santé mentale. Ah oui, hein? Puis c'était exactement parce que j'étais animé par les bonnes ou mauvaises raisons que tu viens de nommer. Une chroniqueuse célèbre de télévision, Dieu ait son âme, Louise Cousineau, avait aussi un peu ri de moi et de mon air de clown triste parce que la presse avait rapporté, un journal avait rapporté que pendant un conflit de travail, j'avais été à développer un projet à Juste pour rire, avec d'ailleurs l'accord de la direction de Radio-Canada qui avait payé pour tout ça. Personne jamais n'est monté sur la place publique pour expliquer que ça avait été validé. Personne n'a expliqué non plus que la direction savait à ce moment-là que j'avais donné ma démission au téléjournal, donc que je préparais autre chose. Tout ça était secret. Il y a juste moi qui sais ça, et j'en parle aujourd'hui. C'est le contexte, même chose. Et je suis apostrophé. Peut-être que la journaliste avait raison de parler de mon air de clown triste, et je me présente au Gala des Gémeaux. Je me rappelle de ce moment, dans la toilette
où je vais mettre mon petit nez rouge, je l'allume et je vois mes patrons pour qui le plancher vient de complètement disparaître. Là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Et je présente le téléjournal et je me promène dans la foule avec mon nez rouge. Il y a juste moi qui comprends mon gag. Mais tu comprends, c'est ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas si c'est merveilleux, parce qu'évidemment, mon propre père me dit, mais à quoi tu pensais? Et il y a juste ma blonde de l'époque qui savait et qui me dit, yes, t'as eu du guts. Mais je peux pas dire que c'est le plus grand geste que j'ai fait. Puis d'en parler aujourd'hui me fait pas particulièrement plaisir. Je viens de rouvrir une boîte à mauvais souvenirs. Mais tu me parlais de guts. Oui, et c'est pour ça que je te réponds. Je crois mesurer ce que ça prend, même malhabilement, même des fois en se tirant dans le pied, que de faire ce que tu as fait. Ça en prend un peu. Ça en prend un peu, puis c'est beau de voir quelqu'un qui ose quelque chose. Si les artistes sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils sont là pour divertir. Pour divertir, il faut que tu sortes des sentiers battus, il faut que tu fasses quelque chose d'un peu différent. Je fais une courte parenthèse à un moment donné avec mon ancienne copine Marie-Lou. Elle m'avait dit, encore au Gémeaux, viens me rejoindre, mais comment on va faire pour se rejoindre? Je travaillais à l'extérieur, j'ai dit, inquiète-toi pas, tu vas savoir quand je vais arriver. Et la dernière présentation de la soirée, c'était Benoît Brière et Guylaine Tremblay, qui sont deux acteurs très connus au Québec. J'avais réussi à me faufiler dans les coulisses. Et là, j'étais allé à côté d'eux, puis ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai dit, je vais aller présenter le dernier prix avec vous. Et là, ils me regardent, puis ils font, ben non, ils sont sûrs que je fais une blague. Je fais pas de blague du tout. Quand ils présentent Guylaine et Benoît, j'entre sur la scène avec eux, puis j'attends. Je fais juste attendre, je fais rien. Et finalement, mon ex, à ce moment-là, elle me voit, puis bon, ben là, il est donc charmant parce qu'il débarque comme ça. Comme un cheveu sur la soupe. Comme un cheveu sur la soupe. Puis là, tous mes amis qui ont disparu m'écrivaient en disant, mais c'est donc drôle, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est donc bien amusant. Alors, ça fait plusieurs fois que je l'avais fait. Je ferme la parenthèse. Mais résultat des courses? Résultat des courses, deuxième folie pour Guillaume le Métis-Vierge. Et carburant, l'envie de revanche dans ce message. L'envie de revanche. Qui est peut-être pas le meilleur des carburants. Pas du tout. C'est vraiment pas le meilleur des carburants. Ça, c'est une leçon énorme que j'ai appris. Parce qu'en sortant de là, je me sentais à l'envers. Je me suis expliqué avec une des personnes que j'ai attaqué directement. J'ai essayé de parler à une autre personne. Et là, il y avait fin de non-recevoir. Il n'y avait pas de possibilité du tout que je m'explique avec cette personne-là. Donc, c'est une erreur d'avoir utilisé cette espèce de colère, de peine, de vengeance. Tu t'es excusé? Non, je me suis pas excusé, je me suis expliqué. OK, parfait. Je me suis expliqué et je me suis expliqué aussi avec toi le lendemain ou quelques jours par la suite. Mais donc, il faut comprendre que là, ça fait 2 prises pour Guillaume le Métis-Vierge. 2 strikes. Et la troisième, c'est de faire une vidéo qu'on a expliqué en début d'émission, où je me trouve à côté d'un arbre, d'un boulot, où il y a un jeu de mots évident, où on peut penser que je fais une blague. Et pourquoi je te disais que ça n'a pas d'importance que les gens me croient ou me croient pas à ce moment-là? Ce que je dis, c'est que si on revient dans le contexte, il y a 2 choses. La première, faute avouée, à moitié pardonnée, c'est quelque chose que je sais, que je connais et que je mettrai en application demain matin. Je ne suis pas quelqu'un qui se défile. J'ai, devant tout le Québec, dit, moi... Enfin, je l'ai juré d'ailleurs. T'as juré? J'ai juré, bien sûr, sur la tête de mes enfants. J'ai dit, je l'ai pas vu. Point. Parce que si je l'avais vu et que j'avais voulu faire cette blague-là, ce qui m'étonnerait de moi-même, parce que j'ai beaucoup d'amis dans la communauté, et c'est pas une blague que je trouve drôle du tout. Je suis sensible je suis d'accord avec toi. ça. Et j'ai travaillé dernièrement, puis je vais le nommer, avec Yvon Deschamps, où je lui proposais de faire un spectacle avec son œuvre. Et il m'avait bien dit, le monologue du mot en haine, on l'utilise pas, c'est terminé, ça. Je veux pas qu'on... bien sûr. Donc, je suis sensible à tout ça. Ma fille sort avec quelqu'un de la communauté. J'ai jamais trouvé drôle quelqu'un qui faisait des blagues avec ce mot-là. C'est pas quelque chose qui m'anime. C'est pas quelque chose... Et pour faire un gag comme celui-là, il faut quand même le réfléchir un peu. Il faudrait faire, OK, là, les gens vont faire la traduction de l'anglais au français. Non, je pense que c'est beaucoup plus simple, Guillaume. Tu vois ça, puis tu te dis, mais il est malade. Moi, je t'explique... Tu cherches pas là, à savoir s'il y avait un 2e, 3e degré. Non, mais moi, je t'explique au niveau de ma propre vie à moi, là. C'est quand tu arrives du vaccin...
ta prise du vaccin. Quand tu arrives de ta prise des Gémeaux, tu te dis, je me retourne-tu là-dedans pour un gag comme celui-là? C'est là qu'on se C'est-tu dit, nécessaire? c'est un acte manqué. Il a... Absolument. Et laisse-moi finir, tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais. Si j'avais fait cette blague-là, penses-tu vraiment que je serais pas capable de te dire, hey, j'ai été con? J'ai fait une blague que j'aurais pas dû. Pourquoi je garderais ça pour moi? Pourquoi je tiendrais absolument? Il y a une seule raison, c'est que je peux pas me mentir à moi-même. Mes propres amis, mes plus grands amis me disent que t'as fait cette blague-là. J'ai dit non, je dirais pas que j'ai fait cette blague-là parce que je l'ai pas faite. Si je l'avais fait, ça me ferait plaisir de le dire. Je dirais, hey, j'ai été cave, j'ai fait une joke de mon oncle qui se dit plus aujourd'hui. C'est complètement imbécile de ma part, mais je dis je l'ai pas fait. Maintenant que les gens me croient pas, c'est pas mon problème à moi. Tu comprends? C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, j'ai été éliminé par rapport à cette troisième prise-là qui a fait en sorte que j'ai payé une peine quand même, je dirais, assez chère. C'est-à-dire que j'ai tout perdu. Tout zéro perdu. Travail, je ne dirais pas boulot. Zéro travail. Depuis 1 an et demi. Et interdiction d'aller sur les plateaux de tournage. Qu'est-ce que ça signifie, une interdiction? Qui est le policier de cette interdiction? On appelle ça des producteurs, habituellement. Donc, il n'y a pas un producteur au Québec en ce moment qui acceptera que tu t'approches d'un plateau? Pas qui acceptera. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que c'est arrivé, puis encore une fois, que ceux qui me croient, que ceux qui ne me croient pas, ça n'a plus d'importance. D'accord. Je crois avoir fait la peine nécessaire pour couvrir tout. OK. Blague voulue ou pas, je pense que j'ai payé mon ticket pour un excès de vitesse, alors j'avais brûlé un stop. Mettons, si je peux faire une espèce de comparaison peut-être un peu boiteuse, mais tu comprends ce que je veux dire. Et si je suis capable d'assumer le fait que je perde un travail majeur parce que j'hésite sur un vaccin, j'aurais été capable de dire, écoutez, je l'ai échappé, j'ai fait une blague de con, puis je m'en excuse sincèrement. Je me suis excusé pour la blessure que j'ai faite, mais je pouvais pas m'excuser pour avoir voulu faire cette blague-là. Que je comprends en creux, c'est que tu y as réfléchi, puis tu t'es dit, à un moment donné, il faut que je sorte du trou dans lequel je suis. Mm-hmm. Je me fie à ce que tu dis. Je pourrais avoir probablement un get out of jail, pas free, mais get out of jail, si je mens sur mon intention. Voilà. Ça serait plus simple si je mentais sur mon intention. Voilà. Et je disais, j'ai vraiment voulu faire cette blague. Ça a fait patate. S'il vous plaît, j'ai payé. Laissez-moi revenir. Voilà. Et tu dis, non. Mon calcul qui n'en est pas un, c'est que je ne me mentirai pas. Non. Et je vivrai avec les conséquences aussi, Voilà. y compris que tu ne sois pas réhabilité, parce que la majorité, puis je ne dis pas que ça sera le cas, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui auront peut-être à t'engager ou à ne pas t'engager, prendront acte de ce que tu n'es pas repentant. Exactement, tu as tout compris. Et par la suite, donc, ce qui se passe, c'est que le rejet et l'abandon, la perte d'emploi, la perte d'amis, et là, ça devient majeur. Là, plus personne ne fait partie de mon entourage. Personne ne peut prendre ma défense, même ceux qui me connaissent très bien, des amis de la communauté qui ont été qui se reconnaissent, que je ne nommerai pas, qui ont été extrêmement présents et aimants et bienveillants. À tes côtés. À mes côtés, ont commencé par m'appeler, faire « T'as-tu fait cette blague-là? » Je dis « Non. Explique-moi ce qui s'est passé. » Ils sont venus, m'ont pris, m'ont aidé. Mais tous ceux, en fait, c'est que ça a fait un ménage magique. Tous ceux que je croyais être vraiment mes alliés, des amis profonds, ont disparu. Et ceux que je ne soupçonnais pas être des gens de cœur, être des gens authentiques, être des gens aimants et des gens compréhensifs, sont approchés, sont arrivés dans ma vie. Mais là, il faut comprendre que ça se tient sur une seule main des gens qui ont été proches de moi réellement, qui m'ont aidé, qui m'ont supporté. Pourquoi je dis ça? C'est que l'abandon au niveau du travail, c'est une chose. Des amis, là, ça commence à peser. Et même le plus fort des hommes ou des femmes, quand tu te fais abandonner, il y a quelque chose qui vient, qui est viscéral, qui est d'une autre époque qu'on ne connaît plus. Mais c'est le bannissement. Le bannissement, mais c'est... Je le dis, tu le sais probablement, mais quand on se faisait bannir d'un groupe à l'époque, c'était la mort assurée. Parce que si on revient un petit peu dans notre façon de vivre à l'époque, t'allais te faire manger, mourir de froid ou peu importe. Alors, c'est ça que ça réveille en toi. Puis à un moment donné, les genoux te plient. C'est un peu comme un accident ou après un accident. Les genoux te plient, l'adrénaline redescend. Et à ce moment-là, là, écoute, tu tombes dans un précipice émotionnel extrêmement douloureux. Appelle ça une dépression.
appelle ça de l'angoisse, de l'anxiété, perte de goût de la vie, Écoute, je suis tombé dans un désespoir profond. Comment je vais faire pour pouvoir nourrir mes enfants? Parce que là, je vois ça à long terme. Au moment où ça arrête, tu t'en attends pas. Ça devient extrêmement difficile dans ton couple. Tes amis disparaissent, ceux que tu croyais être tes amis. Le milieu disparaît. Et on continue à ajouter un peu de méchanceté à travers tout ça. Fait que ce qui vient à tes oreilles, c'est rarement quelqu'un qui dit « Hey, je suis là pour toi », mais c'est « Ouais, mais tu sais, mais il y avait quand même... C'était un anti-vax, tu sais, puis il était monté ses Gémeaux aussi, tu sais, il l'a cherché. » Puis c'est une accumulation. Alors là, tu te dis « Mon Dieu, mais en plus, ils ont des bonnes raisons, puis je les comprends, de penser que je vais vraiment pas bien et que j'ai voulu faire ça. » Mais pour quelque chose qui est, entre guillemets, pour moi, un peu insignifiant, parce que j'ai pas pris quelqu'un, j'ai pas violenté quelqu'un, j'ai pas agressé, j'ai pas abusé, j'ai pas volé quelqu'un, je payais un prix humain extrêmement lourd de sens, et à un moment donné, j'ai perdu le goût à la vie complètement. Ça veut dire quoi, perdre le goût? Perdre le goût à la vie, ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu as hâte de te recoucher le soir, tu sais pas comment tu vas passer à travers ta journée, tu es pris d'angoisse, tu as de la misère à respirer, tu trouves que tout est gris, tout est fade, et tu es là seulement parce que tu te dis « je peux pas mourir parce que mes enfants ont besoin de moi ». 2 questions. D'abord, as-tu à un moment, avant de trouver que la vie était fade, douté de ta santé mentale? Est-ce que tu t'es dit... Peut-être que je n'étais pas bien. Oui. Puis que j'ai tiré dans mon but, shooté dans mon net, pour parler en bon québécois. Oui. Et puis je ne le savais pas. J'étais ignorant moi-même. Comme ça arrive souvent. Quand tu souffres de maladie mentale, des fois, tu ne le sais pas. Puis je ne dis pas que tu souffrais de maladie mentale, mais t'es-tu posé la question? Bien sûr, je me suis posé la question. J'ai posé la question à psychologue, psychiatre, des gens que j'ai consultés. Bien sûr, j'ai consulté. J'ai pris de la médication. J'arrivais plus à dormir. J'ai pris de la médication pour pouvoir dormir également. Et là, je voulais juste comprendre. La première chose que j'ai besoin, moi, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Après un accident, après n'importe quoi, j'ai besoin de comprendre, et on m'a parlé d'auto-sabotage, inconscient. On m'a fait comprendre aussi le conscient et l'inconscient. Comme quoi l'inconscient nous contrôle encore plus que le conscient. Bon, c'est une théorie, pas une théorie, mais c'est un univers un peu particulier. Si on rentre là-dedans, on peut, mais... Et donc, je faisais, OK, donc ce serait inconscient, parce que il faut comprendre qu'avant ce moment-là, ce vidéo-là bien précis que j'ai fait une demande à haute voix. J'ai un rapport amour-haine avec les réseaux sociaux depuis très longtemps, moi, dans ma vie. Et depuis que ça existe, en fait. Puis j'avais dit, est-ce qu'un jour je vais pouvoir sortir de ces réseaux sociaux, de cet univers-là? Je pense même que j'ai fait une demande consciente. Et je pense que d'une façon inconsciente, je me suis auto-saboté. Tu sais, je suis complètement responsable d'avoir fait ça, d'avoir choisi cet arbre-là. Il faut comprendre que je suis pas au milieu de la forêt non plus. Tu sais, je dis pas ça pour me défendre, mais pour que les gens puissent comprendre. Je suis dans un sentier où les arbres sont gravés de plein de choses sur plusieurs arbres. Je suis tombé sur celui-là, l'histoire le raconte comme ça, mais je suis pas au milieu de nulle part, juste spécifier ça. Et donc, je suis responsable d'avoir fait ça, et je me suis sorti moi-même de cet univers-là, et peut-être, là je suis capable de le dire aujourd'hui, peut-être que j'en avais besoin. Peut-être que j'avais besoin d'une pause de ce métier-là, de ce milieu-là qui est pas sain partout. Je me suis retrouvé avec moi-même, et là, la grande question, c'est comme de se retrouver dans le milieu du désert, et là, c'est de te dire, mais qui es-tu, toi, Guillaume, sans le regard des autres? Là, c'est pas compliqué. Tu as été abandonné de tous. Je dis pas ça pour être victime, je dis ça parce que c'est ce qui s'est passé, où je me suis retiré moi-même, on peut le voir comme ça, mais une fois que je me suis retrouvé seul avec moi-même, là, ça a été tranquillement, bon, d'abord la phase dépression totale et complète, et là, ça a été une reconstruction de, mais qui es-tu comme humain? Qu'est-ce que tu vaux à tes propres yeux, à toi? Oublie, parce que, tu sais, 3 événements comme ça ne résume pas une vie. Une vie, c'est comment tu as agi. Comment tu as agi quand tu étais adolescent? Comment tu as agi avec les autres, avec toi-même, avec tes parents? Qu'est-ce que tu retiens de ton enseignement de vie? Des gens qui t'ont apporté des belles philosophies, puis des beaux conseils dans la vie. Puis là, comment tu te reconstruis tranquillement, et surtout, comment tu fais pour te redonner une certaine valeur que tu as l'impression que tu n'as plus du tout, du tout, du tout. Et ça, je te dirais aujourd'hui que je commence à comprendre le cadeau mal emballé que j'ai reçu en m'arrêtant moi-même. Et je dis moi-même parce que
je pense que j'avais besoin de recevoir une bonne claque sur la gueule, parce que peut-être que j'étais aussi trop sûr de moi sur tout ce que je faisais. C'est-à-dire que moi, je réfléchis rarement longtemps avant d'agir ou de poser un geste. Je fais ça par instinct, je fais ça par spontanéité. Et peut-être que j'avais besoin de me faire dire, Guillaume, surtout à l'époque à laquelle on est rendu, à partir de maintenant, il va falloir que tu réfléchisses plus longtemps avant de poser quelques gestes qui soient, parce que tu pourrais blesser, même si tu n'en as pas l'intention. Ça, c'est ce que j'ai appris tranquillement au cours de ma réflexion. Et pour répondre à ta question tantôt, quand tu me disais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on t'a empêché d'aller sur les plateaux, c'est que certains psychologues et psychiatres m'avaient conseillé de retourner dans mon milieu de travail. Ils m'avaient mis une belle image, ils m'avaient dit, tiens, tu tombes à cheval, il faut que tu remontes, tu t'es fait sortir par tes boss, mais tes chums à la shop, eux autres, ils s'ennuient peut-être de toi et toi, tu t'ennuies d'eux. Alors, je voulais aller revoir mes amis acteurs, mes amis au niveau de la technique, directeur photo, tout ça, preneur de son, avoir une espèce de « Allô, salut, je m'ennuie de vous autres, je travaillerai pas ni comme réalisateur ni comme acteur, mais j'ai envie de vous revoir. » Et les producteurs m'avaient interdit cette visite-là sur 2 plateaux de tournage importants au Québec. Et par la suite, ce qui m'a fait aussi descendre encore plus profond, c'est qu'il y a un constructeur de meubles qui s'appelle Meubles RD, qui avait eu une idée assez brillante pour la fin de l'année. L'an dernier. L'an dernier, exactement. Il m'avait proposé de faire une publicité qui parlait très bien. Le texte était brillant. Ça sous-entendait que je suis probablement pas quelqu'un de raciste, comme on m'a dit, ou je suis pas quelqu'un de dangereux tel qu'on m'a décrit. J'ai beaucoup de temps. Je suis très disponible actuellement. Et pour la fin de l'année, c'était un peu de l'autodérision. C'était un clin d'œil. C'était une belle publicité qui avait été proposée par Meubles RD. Et qui devait être logée dans le bye-bye, ce rendez-vous de fin d'année, suivi comme une grande messe. Exactement. Et pour une raison que j'ignore encore, parce qu'une raison logique n'a pas été donnée de la part de Radio-Canada, il y a eu une interdiction de passer pendant le bye-bye cette publicité-là, alors que dans le bye-bye, j'allais être ridiculisé pour une 3e fois, donc un tour du chapeau pour moi. J'allais être ridiculisé pour une 3e fois à cause de mes 3 prises, donc le vaccin, les Gémeaux et finalement ce qui s'est passé avec l'arbre. Et là, j'ai planté solide. Alors, je te dirais qu'à ce moment-là, c'est comme si j'avais commencé à me relever en me disant, ben il y a des gens qui comprennent que je suis pas quelqu'un de foncièrement méchant, et que j'ai droit aussi à un certain pardon, que je suis prêt à demander pardon, de me mettre, de rire de moi-même. Et finalement, la télévision d'État m'a interdit. Alors là, ça Diffuseur public. Diffuseur public, ouais. Merci. Et là, ça m'a fait extrêmement mal. Puis c'est là que j'ai commencé à devoir me reconstruire à partir de zéro. Je t'ai dit tout à l'heure 2 questions. La deuxième était, tes enfants, est-ce qu'ils t'ont instantanément cru? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas eu de désolidarisation Non. Au sein de la cellule familiale? Pas du tout. Ben non. Est-ce qu'eux ont eu maille à partir avec ce qui t'arrivait? Parce que par extension, tu es le fils ou la fille de... Bien sûr, puis j'ai des enfants qui ont été un peu, disons, intimidés à l'école parce que les jeunes étant ce qu'ils sont, ben ils agaçaient un de mes enfants en disant, mais ton père, il n'y a plus de travail, puis ton père, c'est un ci, puis c'est un raciste, puis il revenait en pleurs en disant, les gens me disent ça, puis j'ai de la peine parce que je pense qu'il n'y a aucun enfant qui accepte que son parent soit démoni. Montré du doigt. Montré du doigt. Ça m'a fait drôlement mal. Et mes enfants, ils ont des âges très différents. Alors, j'ai une grande fille de 24. Ensuite de ça, j'ai un garçon de 15, 13 et 8. Ils peuvent pas tous comprendre de la même façon ce qui se passe, mais ce qu'ils comprendront un jour, c'est qu'ils m'ont littéralement sauvé la vie avec ma femme, Émilie. Ils m'ont sauvé la vie parce que, à un moment donné, je ne voyais plus la raison pour laquelle pourtant, je suis quelqu'un qui aime la vie. Je ne savais pas ce qui se passait en moi. Je comprenais pas pourquoi je n'aimais plus rien. Même le saut en parachute ne m'allumait plus au début, alors que c'est quelque chose qui est exceptionnellement jouissif pour moi. Et tranquillement, j'ai repris goût, mais littéralement, pour passer à travers, je me suis fait une carapace. J'ai souri au moment où j'étais triste. J'ai fait des lunchs, j'ai fait des déjeuners, j'ai été présent. Et je me suis rendu compte que finalement, d'être présent à ce point-là pour mes enfants,
c'était quelque chose de beaucoup plus important que ce que j'avais imaginé avant. Alors que je priorisais toujours ma carrière, là, je me suis mis à prioriser mes enfants, ma famille immédiate. Et ça, c'est ce qui m'a sauvé la vie, littéralement. Je pense que c'est le meilleur moment pour arrêter cette conversation. Sinon, qu'il y a une curiosité pour tous ceux qui nous écoutent, j'en suis convaincu. As-tu aspiration à remettre le pied à l'étrier? Si tu sors aujourd'hui sur la place publique, d'abord peut-être parce qu'on t'a pas beaucoup tendu le microphone, mais si tu acceptes d'en parler, c'est avec l'espoir de pouvoir repratiquer ton métier? Bien sûr. Je suis quelqu'un qui est... je fais bien mon métier. Je suis quelqu'un qui est capable de correctement jouer, de correctement réaliser. Je dis correctement parce que je suis pas un grand spécialiste, mais je suis quelqu'un qui se débrouille bien. Je suis un bon parachutiste. Je suis quelqu'un je suis un maître tandem. Je peux t'amener en avion en haut puis te ramener sain et sauf en bas. J'ai cette capacité-là. Et oui, je fais bien mon métier, mais je le referai plus jamais de la même façon, probablement. Je ne veux plus être dépendant des autres. Probablement que je vais démarrer quelque chose de mon côté ou que je vais aller travailler pour certains producteurs, mais avec une liberté d'esprit. Et surtout, je vais travailler avec des gens qui ont compris que je suis un être qui est foncièrement bon, qui est pas méchant. Je veux pas que les gens me prennent en pitié. Alors oui, je vais probablement remonter, refaire du cheval, mais peut-être pas avec le même cheval. Et en passant peut-être 2 fois avant de tester la 4e prise? Ah oui, absolument. Ben oui, je vais réfléchir. Ben oui, j'ai eu ma leçon. J'ai appris énormément. Ce qui est merveilleux d'une grosse dépression puis d'une chute, c'est qu'on apprend à se connaître soi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de cette grande expérience-là. Guillaume Lemaitre-Vierge, merci beaucoup de la confiance. Merci d'être venu à ce microphone. C'était franchement une conversation. Je ne voulais surtout pas que ça soit un interrogatoire. C'est pas la logique dans laquelle je conçois ou avec laquelle je conçois mon métier. Meilleure des chances pour la suite. Et merci encore une fois pour cette confiance. Si vous avez aimé, vous connaissez la recette. Likez-nous parce que nous aimer, apparemment, c'est pas compatible avec les réseaux sociaux. Donc, des petits pouces. Puis quand vous aimez vraiment, vous vous abonnez. Puis vous revenez chaque semaine. À très bientôt. Merci, Guillaume. Merci beaucoup, Stéphane.